Voilà. Donc bienvenue à vous tous pour ce troisième épisode, du cycle de webinaires Territoires apprenants, du projet NEO. Déjà merci infiniment, de rejoindre ce webinaire et merci, tout particulièrement à Léa, qui a accepté, de venir témoigner, aujourd'hui. Léa Falco, qui est doctorante en sciences politiques, en partenariat, notamment avec le laboratoire de l'économie sociale de Toulouse. Le webinaire est prévu pour une durée d'1 heure et demie. On commencera donc par une petite introduction autour du projet NEO avec, Jean Nabusset et Julie Gobert pour revenir sur, le sens du projet NEO et la dimension territoire apprenant. Ensuite, nous prévoyons un temps de 30 à 40 minutes de présentation on garde un temps de 40 minutes à peu près pour des questions-réponses. Parce qu'en fait, c'est aussi très, très riche d'avoir un dialogue avec les différents participants. Si vous voulez retrouver les différents épisodes de notre webinaire, le lien, c'est la chaîne YouTube PEPR-VDB. Je vous mettrai le lien dans le chat. Voilà, on va commencer avec le projet NEO et avant cela, je voulais rappeler que moi, j'étais Elsa Nedelec et que j'étais médiatrice scientifique pour le projet NEO et heureuse d'animer notamment le cycle de webinaire qui vient nourrir toute notre réflexion. Je vais laisser la parole à Jean pour redire un petit peu le projet NEO et le sens de NEO. Merci Elsa. Je crois que je suis peut-être le seul, mais j'ai un petit souci de son avec ta voix qui monte et qui descend. Donc merci à tous de participer à ce webinaire, effectivement, qui est animé dans le cadre du programme et d'équipement prioritaire de recherche Ville durable et bâtiments innovants. Donc nous sommes lauréats au travers du projet NEO. Alors pourquoi NEO, c'est New Environmental Observatory, et qui vise justement à développer ou à questionner en tout cas les approches socio-techniques d'adaptation, de transformation de la ville, avec on va dire des approches de science avec et pour la société, et qui place au cœur de nos questionnements finalement la démarche d'observation intégrée de l'environnement, et qui va questionner finalement l'hybridation des connaissances et des pratiques expérimentales qui sont issues du monde de la recherche et qu'on va chercher finalement à à pousser du côté des collectivités territoriales, des acteurs et aménageurs du territoire au sens étendu du terme. Alors le projet NEO, c'est un collectif qui est assez étendu et qui couvre l'ensemble du territoire national avec des démonstrateurs qui se trouvent sur différentes villes. 3 cas d'usage principaux qui vont être abordés au sein de ce dispositif, que ce soit le cas d'usage Hybrid Lab au travers de tout ce qui va relever de l'aspect de la climatologie urbaine, le cas d'usage sol, ou le cas d'usage qui sera plutôt centré sur ces questions d'eau, d'hydrologie urbaine et d'eau grise. L'ambition, c'est de questionner la manière dont les chercheurs vont pouvoir accompagner les territoires dans cette dynamique d'adaptation, et finalement questionner aussi le rôle et la place du chercheur par rapport à la circulation de ses connaissances et l'appropriation de ces connaissances, d'où le thème de territoire apprenant qui nous est apparu fondateur dans le cadre du projet NEO. Parce que c'est pas par le fait que l'on produit une connaissance avisée ou éclairée qu'elle produit forcément un territoire plus durable ou plus sobre par rapport aux questions qu'on peut se poser par rapport à ça. Donc, je vais laisser la parole à Julie pour aborder cette question de territoire apprenant. Et en fait, il faut bien comprendre que cette notion de territoire apprenant, elle concerne aussi bien le chercheur en tant qu'agent dans le système que le citoyen, que les aménageurs. Donc, elle englobe vraiment l'ensemble de la sphère qui va permettre d'aménager. Julie, je te laisse la suite. Oui, pour, reprendre, le lien, effectivement, nous, notre volonté, c'est de pouvoir, sur, des territoires, qui peuvent correspondre à, des, collectivités locales, mais on voit bien que c'est, beaucoup plus, large et qu'en fait, les flux de connaissances, se font à différentes, échelles. C'est de savoir, à la fois les circulations, les transformations,
et potentiellement les appropriations des connaissances. Alors, il n'y a pas seulement la connaissance scientifique telle qu'elle peut être générée par les chercheurs, il y a aussi toutes les connaissances qui sont générées par les savoir-faire des praticiens dans les collectivités locales à différents niveaux, mais aussi celles des publics et puis de toutes les structures qui peuvent finalement travailler sur un certain nombre de thématiques. Donc ça peut être les sols, la gestion des eaux urbaines en général ou de manière plus particulière sur certains points, ou sur la surchauffe urbaine notamment. Et donc pour nous, l'enjeu, c'est aussi de pouvoir, au travers du WP1, mettre en exergue ces connaissances et en fait, finalement, les processus qui peuvent se faire jour et qui font qu'elle est intégrée ou pas dans la décision. Et c'est pour cela que on l'a intégré on a intégré ce webinaire dans le WP1 et qu'on y associe différents chercheurs pour pouvoir y réfléchir, sachant que ces chercheurs ou ces chercheuses vont travailler sur un point précis ou sur un territoire précis et que ça va permettre de mieux comprendre les modes d'interaction qui sont favorables finalement à la décision, à la diffusion des connaissances. Merci beaucoup, Julie. Alors, en parlant du cycle webinaire, je voulais aussi rappeler qu'on essayait de croiser les points de vue et qu'on avait des chercheurs, mais on avait aussi des praticiens qui intervenaient, ou même des chercheurs qui sont aussi praticiens. Donc, c'est vraiment l'idée de varier les angles de vue. On essaye de tenir un rythme à peu près bimestriel de webinaire. Et donc, nous sommes le 5 mai et nous sommes en train de caler le prochain webinaire qui aura lieu en juin ou début juillet avec Romain Soleponi, qui est un chercheur associé au LAT, hébergé au sein de la société Logiraude, et qui, lui, questionne le sujet des infrastructures et du patrimoine au regard notamment du temps long et des enjeux de la vie durable. Voilà pour l'introduction. Je vais laisser la parole à Léa. Léa, je vous laisse vous présenter et puis avant de lancer la présentation. Et je crois qu'à la fin, vous reviendrez sur la notion de territoire apprenant, et je pense que cet exposé que vous allez faire résonne bien avec ce que disait Julie sur l'importance du dialogue entre les chercheurs, les formateurs et les opérationnels. Donc, on est parti avec vous. Je vous laisse la parole. Alors, je vais arrêter de partager mon écran et je vous laisse partager le vôtre. J'espère que ça résonnera. En tout cas, c'est l'objectif, ou en tout cas qu'on puisse se nourrir les uns les autres. Merci beaucoup, Julie, Elsa, Jean, pour l'invitation. Je partage mon écran. Vous allez me dire si ça marche. Parce qu'une fois sur deux, je n'arrive pas à le faire. On est bon? Du premier coup, c'est extraordinaire. Donc, merci beaucoup de cette invitation. Moi, je vais effectivement vous parler d'un de mes terrains de recherche, plutôt sous l'angle qu'a mentionné Julie, c'est-à-dire du savoir-faire expérientiel des praticiens à l'intérieur des collectivités territoriales, et en particulier des collectivités territoriales de Centre-Val de Loire. Pour me présenter rapidement, moi je suis doctorante en sciences politiques. Je suis engagée dans un format qui est très similaire à celui des CIFRE, qui s'appelle COFRA. Et donc, je suis rémunérée et je travaille à côté de ma thèse au ministère de la Transition écologique et à l'École nationale des ponts et chaussées. Et je travaille sur la formation professionnelle des agents publics à la transition écologique. Et j'essaie de voir à travers différents terrains de recherche, à partir d'une approche inductive, comment est-ce que les formations à la transition écologique sont menées, pour quel public, qu'est-ce qu'elles vont donc produire en termes d'effets à la fois sur les pratiques professionnelles et puis sur les politiques publiques de transition écologique, mais sans s'y limiter. Et donc je vais vous présenter là un de ces terrains de recherche, et plus spécifiquement un article en cours qui est
spécifiquement orienté sur la notion de couplage entre la formation des agents publics et la transformation de leur organisation à travers un projet que je vais vous présenter et qui s'appelle le projet itinéraire, déployé donc dans la belle région Centre-Val de Loire. Donc, pour introduire rapidement le sujet, je l'ai dit rapidement, je travaille donc sur le changement multiniveau. L'idée de voir comment est-ce que différents niveaux de changement peuvent s'influencer les uns les autres. Et en particulier, dans cette communication, dans cette présentation, l'objectif, c'est de regarder 2 niveaux spécifiques de changement. Le changement individuel, qui là, en l'occurrence, on prend comme proxy le changement de pratique professionnelle. Donc on regarde l'individu à travers sa pratique professionnelle. Et puis un deuxième niveau qui est celui du niveau de changement organisationnel. Donc j'ai mis formation et transformation dans le titre pour faire un peu ma maline, parce que c'est des mots qui se ressemblent, mais je vais plutôt utiliser le mot de changement organisationnel que de transformation pour montrer que, évidemment, ce qu'on appelle transformation est une forme de changement, mais dont il est difficile de déterminer à partir de quel moment ça entre dans la catégorie transformation. Donc on va rester sur le terme plus modeste, disons, de changement. Et pour essayer d'examiner ces 2 notions-là, l'objectif, c'est aussi de s'éloigner d'une conception un peu mécaniste du changement. Et donc, je mobilise la notion de couplage, notamment à partir des travaux de Weck sur le couplage serré et le couplage lâche. Et l'idée, c'est de dire que les modalités de liaison entre le changement individuel de pratique professionnelle et le changement de l'organisation, il est dynamique. Il est dynamique et en plus, il est relationnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas mécanique et que donc, il peut être plus ou moins lâche quand les transformations des pratiques professionnelles, elles sont peu liées au changement organisationnel, ou au contraire, c'est un couplage qui peut être plutôt serré quand les 2 niveaux de changement vont évoluer plutôt de manière conjointe. Donc, j'utilise un peu cette notion-là pour à la fois construire un lien entre formation individuelle et changement organisationnel, en faire un objet d'enquête, et puis vraiment pour montrer que entre les deux, il y a des liens, des rouages, des courroies de transmission qui vont assurer ou pas ce couplage. Donc c'est une enquête en cours que je vous présente, donc je suis absolument ravie d'avoir vos retours, y compris sur des notions sur lesquelles je ne travaille pas aujourd'hui, puisque l'exercice doctoral est souvent reconstruit a posteriori dans la thèse, où on dit qu'on a toujours travaillé à partir de cette littérature. L'honnêteté oblige à dire que c'est aussi des objets qui apparaissent au fur et à mesure, donc je serais ravie de voir comment est-ce que ça résonne avec les travaux que vous pouvez mener. Ce que je vous propose dans cette communication, c'est d'abord de vous présenter assez rapidement le dispositif itinéraire et l'enquête, donc une partie un petit peu méthodologique, puis de rentrer dans un détail un peu plus fin sur 3 mécanismes de couplage que l'enquête a permis de révéler sur ce dispositif itinéraire. Et puis, en conclusion, et puis surtout en ouverture d'une discussion entre nous, parce que les monologues, c'est pas mal pour introduire, mais ensuite, il faut passer à autre chose. J'essaierai de mettre en regard les résultats de cette enquête avec la notion de territoire apprenant, comme l'a défini Julie. Juste un point d'attention avant de commencer. Je fais une distinction sémantique entre ce qui est le projet itinéraire et ce qui est le dispositif itinéraire. Je vais vous le détailler ensuite quand je vous présenterai ce qu'est itinéraire, mais en fait, itinéraire est un projet de formation des individus pour la transformation des organisations. C'est d'ailleurs comme ça que c'est explicitement présenté comme ça. Et donc, quand je parle du projet itinéraire dans une séparation qui est volontairement artificielle, mais du projet itinéraire quand on parle de la gestion des formations, et donc de la construction des formations, de leur mise en place, et du dispositif itinéraire quand ces formations vont s'accoler au fonctionnement de l'organisation. Donc de manière un peu artificielle, j'essaie pour isoler des éléments de couplage, de mettre le projet itinéraire quand il s'agit du niveau plutôt individuel de la formation, et du dispositif itinéraire quand il s'agit plutôt du niveau du changement organisationnel. Par ailleurs, distinction sémantique qui peut tout à fait m'échapper parfois. Donc, pour vous présenter rapidement le dispositif itinéraire.
C'est un projet dans la région Centre-Val de Loire, qui est un projet expérimental, et ça c'est important, un projet expérimental qui a reçu un financement spécifique par un autre appel à manifestation d'intérêt que celui de Néo, mais par l'AMI Métiers d'avenir, compétences et métiers d'avenir, et qui donc a reçu plusieurs millions d'euros pour travailler sur cette expérimentation, qui a pour objectif de former à la transition écologique 10 000 agents de la fonction publique territoriale en Centre-Val de Loire. Pour ça, il y a 12 collectivités qui sont dites parties prenantes d'itinéraires, qui participent donc à ce projet, qui sont de tailles très différentes. Donc il y a des intercommunalités de très petite taille, et puis ça va jusqu'à des métropoles, une métropole, de grandes villes, et puis la région Centre-Val de Loire, qui elle-même est une collectivité associée. Et en face de ces 12 collectivités, donc parties prenantes, vous avez les chefs de projet, la gestion de projet, qui est une coalition entre trois organisations. La région Centre-Val de Loire elle-même, qui, vous le voyez, se retrouve un peu des deux côtés. L'ADEME Centre-Val de Loire, donc l'ADEME régionale, dont nous verrons, je crois, demain ou après-demain, si elle fusionne finalement avec les DREAL ou pas. Cette présentation étant aussi une démonstration de ce qui se passe quand l'ADEME est indépendante, et le CNFPT, toujours Centre-Val de Loire, donc le Centre national de la fonction publique territoriale. Ce dispositif itinéraire, il va explicitement se présenter comme un dispositif de formation pour la transformation. C'est quand même très explicite dans les slogans qui se choisissent et dans la manière dont le consortium se présente, mais il y a quelques difficultés à comprendre exactement comment est-ce que ça s'organise en termes de projet. Là, je vous mets les captures d'écran de la manière dont l'ADEME, dans une vidéo, va représenter itinéraire. Bon, de fait, moi, je ne vais pas utiliser les termes et la chronologie qui sont utilisés par les porteurs du dispositif, notamment parce que c'est un projet qui est à la fois complexe et que la manière dont ça s'est mis en œuvre était finalement assez différente de ce qui était espéré. Et c'est tout l'intérêt, je pense, des expérimentations pour voir la différence entre le discours et le réel. Mais je vais plutôt vous faire une description progressive d'itinéraire à travers les 3 couplages pour éclairer un peu la manière dont il fonctionne. Juste quelques éléments pour bien comprendre quelles sont les forces en présence. À l'intérieur de chacune des organisations parties prenantes, il va y avoir plusieurs acteurs qui seront directement au contact du dispositif. D'une part, un binôme de porteurs de projets à l'intérieur des organisations. Donc, une personne qui va être chargée de mission sur la transition écologique et une personne qui va être chargée de mission dans la direction des ressources humaines. Aucune de ces personnes n'est engagée pour itinéraire. C'est uniquement des ressources qui existent déjà à l'intérieur des organisations. Par ailleurs, il y a une mobilisation de la direction, donc des DGS et des DGA. Et puis, il va y avoir des réseaux d'ambassadeurs, dont je vais vous parler un peu plus en détail dans quelques secondes. L'enquête, très rapidement, c'est une enquête qui donc est toujours en cours, qui va porter sur une analyse documentaire des discours ou des attendus d'itinéraires, et puis sur 3 séries d'entretiens semi-directifs qui ont été menés d'une part auprès des porteurs de projets d'itinéraires, donc du consortium ADEME CNFPT Région Centre-Val de Loire, d'autre part au sein de 3 collectivités que je regarde de manière plus fine, qui sont dans le même département, et où j'ai pu interroger à la fois les binômes transition écologique, ressources humaines, et puis un certain nombre d'acteurs, comme je vous ai présenté sur la slide d'avant, qui sont investis et chargés du projet, du pilotage du projet itinéraire. Et puis une 3e série autour des prestataires de ce programme, qui, vous le verrez, jouent un rôle absolument pas négligeable dans la conduite du projet. Puis c'est une enquête qui en fait est un peu plus large que ce que je vous présente aujourd'hui et qui va s'intéresser à la manière dont cette formation-transformation va affecter la direction des espaces verts de ces collectivités et notamment les pratiques professionnelles des jardiniers et les politiques publiques de gestion des espaces verts. Voilà. Alors, évidemment, comme c'est une présentation qui a des limites, je vous les cite
rapidement. D'une part, c'est relativement descriptif, donc pour concentrer les efforts analytiques. Donc, on passe forcément à côté d'un certain nombre de choses qui font l'intérêt d'itinéraire. D'autre part, c'est des résultats qui sont situés dans le temps, et ça, c'est important, puisque aujourd'hui, aucune formation n'a encore été déployée par le projet itinéraire. Donc là, tout ce dont on parle est avant la dispense des premières formations à la transition écologique. Puis une troisième limite, là c'est une analyse initinérée, évidemment, des effets potentiels d'itinéraire. Donc il faut naviguer un petit peu avec prudence dans ces résultats. Les résultats de l'enquête, à ce stade, ils montrent 3 mécanismes de couplage et 3, de fait, agents de couplage ou 3 groupes d'agents de couplage que je vais vous présenter successivement. Le premier, c'est la construction de formations à partir d'expériences professionnelles. En fait, il y a un angle très précis du projet itinéraire, c'est celui des métiers de la fonction publique. Donc, les agents ne sont pas saisis en tant qu'individus, ils sont saisis par le projet en tant que jardinier, qu'agent d'entretien, que responsable de développement économique, et donc en tant qu'acteur de politique publique spécifique. Et en fait, c'est une donnée qui va être particulièrement importante dans le développement d'itinéraires, puisque pour construire des formations ou proposer des parcours de formation, le projet itinéraire va mobiliser les collectivités territoriales. En fait, il y a plusieurs étapes. D'abord, les acteurs du consortium, notamment l'ADEME et le CNFPT, vont construire une liste de métiers de la fonction publique territoriale prioritaires à former pour la transition écologique. Ensuite, il y a eu une étape en 2024 où les directions des collectivités territoriales participantes ont été invitées à un séminaire et ont hiérarchisé les métiers concernés pour les futures formations au sein de leurs propres organisations. Donc il y a eu une sélection de 16 métiers, dont 4 qui étaient identifiés comme prioritaires et donc dont les parcours seraient construits en premier par les collectivités territoriales elles-mêmes. Ensuite, les parcours de formation, et c'est cette étape qui est en cours, les parcours de formation sont constitués par le consortium. Et enfin, dans un futur plus ou moins proche, les parcours vont être déployés au sein des collectivités. Et c'est pour ça que je fais un point d'attention sur le fait qu'aujourd'hui, aucune formation n'est encore déployée. Et donc, c'est sur cette troisième étape de construction des parcours de formation que je veux attirer l'attention ici, parce qu'il y a 2 méthodes qui sont utilisées pour les construire. D'une part, il y a un inventaire des formations à la transition écologique qui est réalisé par le consortium. Donc, ils vont avoir un très grand tableau Excel qui va recenser les noms, les modalités, les compétences, etc., proposés par des prestataires ou des acteurs publics ou parapublics sur les métiers et la transition écologique. Par exemple, vous en avez un pour les jardiniers qui recense un certain nombre de formations déjà existantes. Et puis, il va y avoir une deuxième méthode qu'on appelle soit le sprint design, soit le prototypage rapide, selon votre degré d'attachement à la loi tout bon. C'est ce prototypage rapide, moi je suis plutôt loi tout bon, ce prototypage rapide, l'enquête montre qu'il a un intérêt particulier pour l'adéquation des formations à la transition écologique parce qu'il va adopter une méthodologie très spécifique. En fait, un prototypage rapide, c'est un parcours qui va avoir pour objectif de, comme son nom l'indique, concevoir un prototype de parcours de formation à partir du savoir expérientiel des agents. Et donc, à l'intérieur de chacune des collectivités et pour chacun des métiers sélectionnés, vous allez avoir des agents qui le pratiquent, qui vont être envoyés en sprint design. Ces sprint design-là, ils ont plusieurs objectifs. D'une part, ils essaient de construire une vision commune de la transition écologique et de la manière dont elle va affecter le métier qui est mis sur le tamis du sprint design. D'autre part, deuxièmement, elle va chercher à identifier les compétences perçues comme nécessaires par les agents à mobiliser dans un métier en transition écologique. Et puis enfin, son objectif final et explicite, celui qui donnera lieu à un livrable à la fin, c'est de construire un ou plusieurs parcours de formation qui vont être adaptés au métier en question et à partir duquel
les nouvelles formations seront conçues par le CNFPT. Donc, c'est quand même des objectifs relativement ambitieux. Et donc, pour y répondre, les prototypages rapides, ils suivent un déroulé qui va être relativement normé, encadré par des prestataires du consortium, qui vont être notamment des designers, des facilitateurs et puis des ingénieurs pédagogiques. Donc, dans un prototypage rapide, à quoi ça ressemble concrètement? Vous avez entre 7 et 15 agents qui vont exercer un même métier dans les différentes collectivités parties prenantes d'itinéraire et qui vont être rassemblés pendant 4 jours, qui se répartissent en 2 jours, puis quelques semaines après, 2 jours. Dans la mesure du possible, d'ailleurs, et ça c'est intéressant, les prestataires d'itinéraires qui gèrent le sprint design essaient aussi d'y intégrer des professionnels qui évoluent dans l'écosystème direct du métier. Donc par exemple, sur les jardiniers auxquels moi j'assiste, il y avait des agents des espaces verts, des agents des travaux, et puis ils avaient rajouté des agents de voirie, donc de la propreté urbaine, et puis des gens qui étaient chefs d'équipe ou à différents niveaux hiérarchiques à l'intérieur du métier tout le long de la politique publique de gestion des espaces verts. Donc pendant ces 4 jours, les participants ils vont enchaîner des entretiens, des échanges avec des pairs et des experts, des ateliers qui sont organisés par les prestataires, puis des sessions de travail sous formes diverses. Et le 4e et dernier jour, ils présentent des prototypes de parcours de formation qu'ils ont réalisés à un panel de pairs et d'agents de leur collectivité, notamment de leur service. Et donc, ce moment de prototypage rapide-là, c'est un statut un peu à part dans l'ingénierie de formation du projet itinéraire, puisque ce n'est pas une formation, c'est un espace dans lequel les praticiens vont mettre sur le tamis leur métier à l'épreuve dans une perspective qui est presque de la sociologie pragmatique, quoi, hein, c'est la transition écologique est une épreuve qui va révéler des choses sur le métier. Et donc, les designers, les facilitateurs, les prestataires, ils vont avoir pour mandat de construire une maïeutique de mise à jour de ces compétences et de ces métiers qui va être perçue comme plus ou moins nécessaire. Bon, sans rentrer davantage dans le détail de ce prototypage rapide-là, il y a 2 constats intéressants révélés par l'enquête. D'une part, sur le plan de la formation, donc du changement individuel, construire une formation à partir du savoir expérientiel des agents, ça nous permet susceptible d'améliorer ce qu'on appelle en sciences de la formation le transfert de compétences, c'est-à-dire la capacité à réutiliser dans son quotidien professionnel les données, les compétences, les connaissances, les savoir-être, les savoir-faire acquis en formation. Parce que dans les grandes méta-études sur le transfert de compétences, il y a 3 facteurs qui sont particulièrement importants. D'une part, la motivation de l'apprenant. D'autre part, la capacité de l'environnement de travail de l'apprenant à lui permettre de réutiliser les compétences. Et on va y venir juste après. Et puis, enfin, l'adéquation de la formation à la réalité du contexte professionnel. Et c'est sur ce dernier plan que ça nous paraît particulièrement intéressant de partir de ce savoir expérientiel des agents pour construire de la formation. Ce qui n'est pas, en fait, et de manière contre-intuitive, la manière dont se réalisent et se construisent un certain nombre de formations aujourd'hui appliquées en fonction publique territoriale comme en fonction publique d'État. Et puis deuxièmement, sur le plan plutôt du changement de niveau organisationnel, en fait, les ambassadeurs métiers, donc les personnes qui sont envoyées en sprint design, ça va former un lien entre le projet itinéraire et les directions métiers dans lesquelles ils travaillent. Ces ambassadeurs métiers-là, ils sont recrutés de différentes manières à l'intérieur des collectivités, hein. Soit ils se portent volontaires, soit ils sont désignés. Quand c'est des très petites collectivités, parfois il y a 1 ou 2 agents qui exercent ce métier et donc il est plus ou moins envoyé d'office. Mais en tout cas, ils vont devenir, à l'intérieur de leur direction, les plus fins connaisseurs de ce projet itinéraire, de ce projet de formation. Et donc, les concepteurs d'itinéraires, le consortium dont je vous parlais, il n'ignore pas la dimension stratégique de la constitution de ce réseau des ambassadeurs. Il y a une fiche qui est fournie à l'ambassadeur
dans ce qui est appelé son retour de prototypage, c'est-à-dire le moment où il finit le prototypage rapide et il revient travailler dans son service, et qui est appelé trame d'échange entre l'ambassadeur métier et son manager, et qui va avoir pour objectif de, je cite, valoriser la démarche de prototypage. Et en fait, ce document, c'est un script de discussion entre le manager et le participant, qui va évoquer le ressenti, l'expérience vécue, qui va inciter l'ambassadeur à poursuivre la démarche en initiant des projets au sein de sa direction, et puis qui, en miroir, va inviter le manager à mettre en place des actions pour, je cite, soutenir son ambassadeur, et même à intégrer, et là je cite encore, intégrer les apports dans les projets de l'équipe ou du service, ou plus largement dans la feuille de route de l'organisation. Donc les ambassadeurs métiers, ce premier rouage potentiel de cliquet, de couplage entre la formation et la transformation, ils paraissent importants sur ces deux plans. Deuxième couplage potentiel identifié par l'enquête, c'est celui de la requalification de la transition écologique en un enjeu de formation professionnelle. Donc, je vous l'ai dit dans l'introduction, ce projet itinéraire, il repose sur un binômage entre un chargé, l'honnêteté nous oblige à dire que c'est quasi systématiquement une chargée de transition écologique et une chargée de ressources humaines qui vont devoir copiloter le projet. Et en fait, il y a quelque chose d'intéressant qui est que ces deux directions ont quelques points communs. J'appelle cette direction de manière un peu abusive, mais ces deux politiques publiques que sont la transition écologique et la formation professionnelle ont des points communs. Déjà, c'est des politiques publiques transversales, c'est-à-dire non sectorielles, qui doivent s'extraire de leur propre service pour rencontrer l'organisation. Et donc, elles ne peuvent rien concevoir sans l'organisation. Mais deuxièmement et paradoxalement, c'est des politiques publiques qui disposent d'une faible légitimité à intervenir dans l'activité des directions sectorielles. Et du coup, elles ont une faible légitimité à intervenir dans les politiques publiques qui sont portées par ces directions sectorielles, par ces directions métiers. Et donc, au sein des ressources humaines, on le voit, il y a par ailleurs des travaux sur le sujet. La formation professionnelle, elle est mobilisée par les directions qui le souhaitent, dans une logique, un peu une logique de guichet, hein, c'est premier demandeur, premier servi. Et la transition écologique, elle ne dispose que de peu de leviers pour intervenir sur les plans et les objectifs de politique publique de chaque service ou de chaque direction. Et donc, alors même que les organisations qu'on regarde sont en train de monter des plans, des stratégies sur les questions de transition écologique, les chargés de mission de transition écologique se retrouvent contraints, à cause de cette faible légitimité, à agir sur le volet plutôt organisationnel, donc à travers des plans de comptabilité ou des réductions d'émissions de gaz à effet de serre notamment. Donc la formation professionnelle et la transition écologique, ça apparaît comme deux politiques publiques plutôt transversales, internes, qui manquent de ressources et qui donc sont peu puissantes, ont peu de légitimité sur le plan organisationnel. Et puisque le projet itinéraire considère les agents sous le prisme de leur métier, les parcours de formation, ils visent à faire évoluer les pratiques liées à l'exercice des fonctions au sein de la collectivité, et donc au service des politiques publiques. Donc, forcément, ça devient un instrument au service des directions pour piloter leur politique publique par la formation professionnelle. Et donc, en fait, ça va contribuer à un recadrage de la question de la transition écologique, qui devient une question de compétences, donc une question de formation, et qui va amener le binôme TERH à ajouter une surface de contact avec les directions métiers. Et alors, évidemment, c'est des politiques qui échangent déjà avec les directions dans leur activité traditionnelle, mais là, ça va être une surface de contact sur le plan de la participation indirecte, par le biais de la formation à la transition écologique, aux politiques publiques portées par ces directions. Et donc, le binôme, il est amené à échanger avec les directions métiers, notamment, je vous en parlais à l'instant, pour recruter des ambassadeurs métiers. Et donc, la participation dans les documents que j'ai pu consulter pour l'enquête, elle est présentée comme une aubaine de tester une offre modulaire de formation.
Et donc, en fait, alors que traditionnellement, dans les organisations observées, les ressources humaines et les et les chargés de transition écologique, ils sont plutôt peu légitimes, ils vont être relégitimés par l'existence d'itinéraires. Bon, évidemment, le projet itinéraire, et je passe rapidement sur ce point, mais a mis du temps à s'installer à l'intérieur des collectivités, et donc il y a pu aussi avoir des effets d'usure de légitimité qui se sont mis en place. Mais donc, là, ça les met dans une place, par exemple pour les ressources humaines, de proposer activement des formations plutôt que d'enregistrer les demandes qui viennent des directions métiers et de les transmettre à un organisme de formation. Et donc ça, c'est une démarche qui, à l'intérieur des organisations, est jugée comme assez inédite. Donc, un deuxième couplage potentiel, ce serait pas tant ce binôme TERH que la relégitimation et le requalifiage de la transition écologique qui va venir à travers eux et qui va devenir une question de formation professionnelle. Donc, en fait, ce duo-là, TERH, il va être en mesure de contrôler une ressource qui maintenant est perçue comme plutôt stratégique, l'accompagnement des directions métiers vers l'acquisition de compétences, et donc ça va reconfigurer les jeux d'acteurs à l'intérieur de l'organisation. Un troisième couplage potentiel, ou en tout cas une zone de couplage potentiel, c'est sur la manière dont le dispositif, et je parle maintenant de dispositif itinéraire, va s'hybrider ou pas avec ce que les acteurs, les interrogés, appellent un projet d'administration. Donc, les élus et les directions des collectivités qui sont parties prenantes, ils se sont engagés volontairement dans l'itinéraire dès 2023. Et donc, même si l'enquête montre que quand même l'investissement temporel des agents dans l'itinéraire a été sous-estimé au début du projet, cet engagement-là, il montre quand même qu'il y a une appétence à minima de disposer des formations à la transition écologique qui seront produites par le projet. En plus, dans un grand nombre de ces collectivités-là, il y a une inscription à l'agenda politique et donc une élection sur des questions liées à la transition écologique. Donc, la transition écologique dispose d'une forme de capital politique qui n'est pas négligeable, mais pour autant, rien ne garantit, et les travaux de la littérature académique sur le sujet le montrent bien, rien ne garantit que ces apprentissages individuels produits par la formation vont être réinvestis dans l'organisation. Et les données qui, à ce stade, évidemment, seront confirmées par la suite de l'enquête, montrent que quand même, il y a un potentiel de couplage entre la formation individuelle et le changement organisationnel lié à l'itinéraire qui va être renforcé par sa compatibilité perçue avec donc ce fameux projet de mandat. Donc, une politique structurante de la stratégie de la collectivité, notamment tournée vers l'interne, tournée vers la culture d'organisation. Et donc, cette compatibilité, elle peut mener à différents types de couplage, pour garder ce terme-là, entre itinéraire et les éléments de politique publique ou de changement organisationnel concernés. Et c'est ça que, ici, j'appelle des hybridations. Ces trois types d'hybridation, je vous les décris rapidement, avec évidemment le besoin de les confirmer par la suite. Tout ça est de toute façon une enquête, les résultats d'une enquête empirique. D'une part, le dispositif itinéraire, il peut s'hybrider avec des actions ou des structures qui existent déjà dans les collectivités. Je vous donne un exemple pour ce point-là. En 2024, le consortium itinéraire, donc CNFPT, ADEME, Région Centre-Val de Loire, va demander à chaque collectivité de structurer une communauté de personnes ressources sur les sujets de transition écologique. Ils vont appeler ça les ambassadeurs TEE, pour transition écologique et énergétique, à ne pas confondre avec les ambassadeurs métiers, qui, eux, sont engagés dans les sprint design. Là, les ambassadeurs TEE, ils sont chargés notamment de faire de la sensibilisation à l'intérieur de l'organisation, donc de servir de courroie de transmission, eux aussi, par le biais de la sensibilisation, notamment par des formes de jeux ludiques type organisation de fresques du climat. Et donc, les collectivités que j'ai observées pour cette enquête, elles ont adopté des stratégies différentes face à cette demande du consortium de créer ce réseau d'ambassadeurs TEE.
Et notamment, l'une d'entre elles a fusionné cette nouvelle communauté qu'on lui demandait à un réseau d'acteurs qui avait déjà été établi à l'intérieur des directions métiers pour construire le bilan carbone de l'organisation. Et donc, les informations liées à itinéraire, elles circulent dans les mêmes flux, dans les mêmes cercles que les informations liées à la stratégie de transition écologique de la collectivité, puisque les deux réseaux se sont superposés, ont fusionné. Donc, en fait, en s'inscrivant dans ce type de réseau qui existe déjà, Itinéraire va avoir une tendance à se stabiliser, se sédimenter dans l'organisation. Un deuxième type d'hybridation, c'est l'articulation à des dynamiques plutôt managériales du changement organisationnel en cours dans les organisations, déjà en cours dans les organisations. Donc, un exemple sur ce plan, dans une des collectivités que j'observe, la direction porte un projet donc, de transformation de la culture de l'organisation, notamment axé sur le développement de la capacité à collaborer et à travailler en mode projet. Donc, dans ce cadre-là, il y a plusieurs communautés, encore une fois, qui sont structurées autour de ces questions. Donc, il y a une communauté qui va s'occuper de gérer de la facilitation en réunion, une autre communauté qui va s'occuper de construire des projets et surtout, en fait, d'outiller les acteurs à travers de la formation et des boîtes à outils sur ces sujets. Donc, le degré de mobilisation de ces communautés, par les membres de la collectivité est assez incertain. Il est possible, c'est pas quelque chose que j'ai encore creusé, il est tout à fait possible que ce soit des communautés qui aujourd'hui sont assez peu actives, mais en tout cas, elles sont perçues par la direction et elles sont mises en avant comme des éléments de transversalité au sein de l'organisation. Et donc, dans ce contexte-là, Itinéraire, qui est un projet qui demande de la collaboration entre deux services assez lointains, la transition écologique et la formation professionnelle, ça peut s'intégrer dans des projets plus larges de transversalité qui ont pour objectif le changement de culture organisationnelle. Et donc, par ailleurs, ça interroge les compétences que les directions métiers souhaiteront mettre en avant quand les formations itinéraires leur seront délivrées, parce que vous avez des compétences liées aux gestes professionnels ou des compétences transversales de collaboration. Et donc, dans les parcours de formation qui seront livrés et choisis par les collectivités, il y aura quelque chose d'intéressant à observer sur ce plan-là. Et puis, troisièmement, ce que j'ai temporairement appelé le paradoxe des bons élèves, vous avez une hybridation entre itinéraire et l'organisation qui peut paradoxalement être rendue plus difficile quand le travail interne sur les questions de transition écologique est considéré comme étant déjà bien avancé. Et donc, ça nous montre aussi que la compatibilité entre le projet de mandat, selon l'expression des acteurs, et le projet itinéraire, elle est contextuelle, elle est située dans le temps. Un exemple, toujours, dans une collectivité qui est considérée par le consortium comme la plus avancée sur les questions de transition écologique et qui dispose déjà de plusieurs plans, de plusieurs stratégies sur la question de la transition écologique, le dispositif itinéraire, il a rencontré des difficultés spécifiques. Par exemple, je vous ai parlé de la mise en place de ces communautés de personnes ressources, d'ambassadeurs TEE. La mise en place de cette communauté, elle a été retardée dans cette collectivité parce qu'une première était en cours de construction et que donc les acteurs à l'intérieur de l'organisation ont préféré arrêter, différer son officialisation en attendant d'avoir des informations plus précises sur ce que souhaitait le projet itinéraire. En fait, ils voulaient éviter d'avoir une reconfiguration extérieure. Donc, il y a eu une forme de pénalisation parce qu'ils étaient déjà en train de construire un attendu du projet itinéraire. Et donc, dans la même collectivité, vous avez un certain nombre d'acteurs interrogés qui estiment que les formations qui vont être amenées par les processus de prototypage rapide peuvent être jugées, alors même que ces formations ne sont pas en place aujourd'hui, peu utiles pour les agents de l'organisation, parce qu'ils appliquent déjà des politiques publiques qui sont considérées les plus écologiques à l'intérieur du consortium. Et donc, il y a cette déconnexion intéressante, perçue par les acteurs, entre le niveau individuel, où les personnes qui participent, en tout cas sur le volet des espaces verts, au sprint design,
en reviennent positifs parce que ils jouent le rôle de sachant et donc ils peuvent valoriser leur travail au quotidien, qui est considéré comme le plus avancé. Et le niveau organisationnel, où notamment les chefs de service, la direction et plus largement un certain nombre d'acteurs considèrent que de fait, les formations qui pourraient advenir après itinéraire ne les renforceraient pas parce que ça adopterait les standards les plus élevés existants, c'est-à-dire en fait les leurs. Donc c'est un paradoxe intéressant et puis double en fait, c'est parce que les collectivités qui se considèrent les plus avancées sur le plan de la transition écologique, c'est celles pour lesquelles l'entrée dans le dispositif itinéraire a provoqué le plus de friction, et c'est celles qui ont le sentiment de pouvoir le moins bénéficier des formations du programme. Bon, donc l'enquête va permettre d'affiner un peu ces résultats et puis surtout de voir comment est-ce que progressivement itinéraire s'hybride davantage ou pas. Et donc il y a 3 régimes de couplage qui sont suggérés. Le premier, par sédimentation, quand le dispositif s'inscrit dans des structures déjà existantes. Le deuxième, qui est plutôt un couplage par articulation lorsqu'il va renforcer des dynamiques de changement en cours. Puis un couplage contraint, paradoxal, plus difficile, quand les configurations organisationnelles existantes vont freiner, ralentir l'appropriation du dispositif. Et je conclus... Ah, c'est dommage. Et je conclus rapidement avant qu'on passe un petit peu à la partie de discussion. Je pense qu'on est à peu près dans les temps. Donc, 3 mécanismes de couplage identifiés. Vous le voyez, ils agissent tous principalement, disons, à un niveau de changement en particulier. Donc, le premier, la construction de formation, c'est plutôt au niveau du changement professionnel et des métiers. Le deuxième, c'est plutôt au niveau de l'organisation et de la transversalité des enjeux. Et puis, le troisième, c'est plutôt, tout comme le deuxième, au niveau de l'organisation. Mais en fait, et c'est pour ça que la dynamique de couplage me paraît intéressante, cette notion de couplage, tous ces éléments interagissent fondamentalement entre eux. Et donc, ce qui va permettre ou pas le couplage va être très spécifique à chaque organisation, à son avancée le long des questions de transition écologique, et puis à la maturité des agents et des organisations rencontrées. Donc, voilà, il faut absolument, je pense, éviter l'aspect mécaniste que pourrait suggérer et que par ailleurs adopte le projet itinéraire dans sa théorie du changement. Il y a 2 points que cette conclusion invite à discuter. Le premier, et c'est le point principal de discussion dans l'enquête en général, peut-être pas celui pour aujourd'hui, vu le thème du webinaire, mais c'est celui de la place des élus dans cette histoire-là. Hein. J'ai très peu parlé de fait des élus des collectivités dans le dispositif. C'est un manque qui est principalement lié au fait qu'aujourd'hui l'enquête soit consacrée principalement à la partie administrative du déploiement et qu'elle ait été pour une grosse partie en cours pendant la période des élections municipales en 2026 et avant ça. Mais c'est absolument indispensable de faire ce travail de recherche sur le lien que peuvent entretenir, surtout au vu du 3e mécanisme de couplage, le dispositif itinéraire et les projets politiques au sens partisan, au sens des élus. Et donc, l'enquête va tenter de complémenter ce point par la suite. Et puis, une deuxième discussion qui amène un peu à cette notion de territoire apprenant, c'est celle des réseaux intercollectivités que va amener Itinéraire. Alors là, j'entends territoire apprenant au sens quasi géographique du terme. Je vous l'ai dit, je regarde 3 collectivités qui agissent au sein du même département et qui, par ailleurs, sont assez liées par pas mal de points. Et en fait, ce qui existe aujourd'hui et qui est mis en place par Itinéraire, c'est ce qu'ils appellent un bivouac. Donc, en fait, des réunions régulières, plusieurs fois par an, qui vont faire interagir 2 niveaux à l'intérieur des collectivités. D'une part, les directions. Donc, vous avez ce qui s'appelle un collectif bivouac TDGA,
de chacune de ces 3 collectivités qui va se réunir 3 ou 4 fois par an. Et puis, une fois tous les 2 mois, donc plutôt sur un rythme de 5, 6, voire 7 fois par an, un deuxième bivouac qui va rassembler plutôt les acteurs opérationnels d'itinéraire. Et donc, ces bivouacs-là, qui vont être en fait des espaces de discussion sur le travail mené, ça va être l'occasion pour ces acteurs de partager leurs expériences, non seulement d'itinéraire, mais leurs expériences en général. Et c'est intéressant parce que certains acteurs se plaignent, ou en tout cas regrettent, qu'il ne soit pas question que du projet itinéraire dans ces bivouacs, voire qu'il n'en soit pas question du tout. En fait, notamment pour le collectif des DGA, ça va être l'occasion d'échanger sur d'autres sujets que celui d'itinéraire ou de la transition écologique. Et donc, on assiste là à quelque chose qui va être potentiellement intéressant, qui va être un couplage, peut-être, entre le changement d'une organisation et puis le changement de plusieurs organisations, chacune singulière, mais intégrée dans un programme relativement harmonisé qui est celui d'itinéraire. Et donc, d'une part, ça se rapproche un petit peu du concept de communauté de pratique d'Étienne Wenger, mais il y a aussi cette question au niveau interorganisationnel de dynamisme potentiel, d'isomorphisme organisationnel, c'est-à-dire de recopier ce qui se passe chez les autres, d'adopter les bonnes pratiques des uns des autres, et donc de construire un espace interorganisationnel qui va permettre d'appréhender d'une part la transition écologique, d'autre part le changement organisationnel. Et donc la suite de l'enquête va beaucoup se concentrer aujourd'hui sur cette notion-là qui, je crois et j'espère, résonne un petit peu peut-être avec certains des grands thèmes sur lesquels vous travaillez à l'intérieur du projet NEO. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Léa. C'était extrêmement riche. Il y a de nombreux apports, je pense, qui percutent effectivement les réflexions néo. Je vois que Julie avait levé la main. Et pour cette deuxième dernière phase d'échange, ce que je vous propose, c'est vraiment de lever la main si vous avez un commentaire ou une question à apporter. Oui, merci Léa pour cette présentation hyper riche et stimulante, et notamment parce que tu as posé sur un cadre conceptuel qui te permet de travailler sur le couplage changement individuel via la pratique professionnelle et changement et ce que ça implique en changement organisationnel. Et tu l'as fait travailler sur ce que tu as pu nous présenter. In fine, moi, ça me fait revenir quand même à ce que tu mets aussi en vis-à-vis des sciences de l'éducation et qui doivent finalement toujours être au cœur de nos réflexions par rapport à tout ce qui est formation, intégration, appropriation de la connaissance. C'est que faut quand même qu'à minima, il y ait à la fois la motivation de celui qui apprend ou qui veut apprendre, qu'on ait un contexte, qu'on regarde bien ce contexte dans lequel on apprend et dans lequel, in fine, il y a la possibilité de reproduire ce qu'on a appris, ce qu'on a acquis, donc dans son contexte professionnel. Et c'est pas toujours le cas, donc ça c'est un premier point. Et sur ce que tu indiquais sur le paradoxe des bons élèves, et que tu as commencé à creuser, sur lequel tu veux continuer à travailler. Je me demandais s'il n'y avait pas un tiraillement en fait sur les enjeux de la légitimité de la possession des savoirs, puisqu'en fait celui qui revient avec cette formation, ce sprint design, il vient un peu avec en force, c'est-à-dire que il a des savoirs, il a des choses à transmettre. Donc en fait, il est en train de rejouer un petit peu la relation vis-à-vis au moins de son supérieur hiérarchique, voire de l'organisation, et c'est peut-être ça aussi qui se joue, sachant que je sais pas, une certaine layer de la collectivité locale était déjà très fière d'avoir avancé sur la TE, donc je pense qu'il y a des enjeux de pouvoir aussi qui se jouent, enfin peut-être assez fortement. Et peut-être aussi que ça fait penser, et ça c'est quelque chose d'assez important sur cette capitalisation des connaissances et des savoirs, c'est que
in fine, on peut les avoir. Il y a de plus en plus de choses qui savent, par exemple, sur le domaine de la gestion des eaux pluviales, qu'on les transmet vis-à-vis des grandes organisations intercollectivités, enfin, professionnelles, mais qui, in fine, ça percole pas nécessairement, parce que sur chaque collectivité locale, eh bien, il y a des différenciations de contexte professionnel, ce qui me fait retomber à ce paradigme des sciences de l'éducation. Et, euh, et c'est pour ça aussi que, in fine, est-ce que ça pose pas la question du fait que bah, le retour du prototypage, c'est normal que des fois ça se fasse pas très bien parce qu'in fine, toutes les collectivités ne peuvent pas accueillir de la même manière. Je sais pas si je suis claire en fait, mais en tout cas, j'ai trouvé ça riche, nous, pour faire jouer aussi à la fois notre réflexion sur Néo, mais aussi sur d'autres cas qu'on a très ciblés, notamment sur la gestion des eaux pluviales dans les collectivités et les changements professionnels qui sont à, à différentes échelles, mais finalement pas de la même manière non plus. Merci Julie. Juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais Julie. Ce qui me vient également, c'était la question de savoir, dans quelle mesure, lors des ateliers, sessions de travail, qui ont lieu pendant le sprint design, les référents transition écologique enfin, qui sont déjà identifiés dans la collectivité et les experts académiques, on va dire, les formateurs, on va dire, plus classiques, sont associés. Quelle place ils jouent dans le processus. Et après, je crois que Jean voulait également partager. Tu veux que j'agisse? Non. Vas-y Jean, et puis après on redonnera peut-être la parole à Léa par rapport à ces différents témoignages. Si tu veux, Léa, tu peux déjà répondre à Elsa et à Julie. J'ai d'autres questions après. Ok. Merci à toutes les deux pour vos remarques et questions. Je commence par répondre à Elsa sur l'association alors d'une part de potentiels acteurs académiques, d'autre part des binômes TERH. J'ai l'impression que c'était ça le cœur de la question. Les acteurs académiques, ils sont assez absents en fait des dispositifs que j'ai pu regarder de sprint design parce que le point de vue qui a été adopté à la fois par itinéraire et par les prestataires, c'est de continuer à partir de l'expérience vécue. Donc, il va y avoir dans les sprint design que moi j'ai regardé, qui sont principalement espaces verts, ressources humaines, et puis quelques-uns qui sont plutôt disons des métiers qui sont considérés comme catégorie C, c'est-à-dire des métiers de terrain. Il va y avoir plutôt de la présentation d'expériences déjà réalisées dans d'autres collectivités, et donc de gens qui les ont menées ou qui les ont vécues. Donc, s'il y a bien des experts qui vont être présents dans d'autres sprint design, ils vont être entre guillemets jamais présentés comme des experts. Il y a cette distinction toujours dans les documents des sprint design entre pairs et experts, dans lequel je pense que en adaptant à chacun des sprint design et du métier concerné, les facilitateurs vont essayer de naviguer dans ce qui soit perçoivent, soit imaginent, soit savent, parce que comme ils en réalisent plusieurs de suite, il y a aussi un enrichissement progressif qui se fait, ce qui va être bien reçu ou pas par les agents envoyés en sprint design, et parfois, en fait, pas du tout volontaire. Enfin, il y a des catégories de sprint design, des catégories de métiers dans lesquelles les agents ont été très majoritairement envoyés par leur collectivité, qui, pour le dire de manière un peu triviale, a eu beaucoup de mal à trouver des volontaires. Donc il y a aussi cet aspect-là sur la motivation des participants au sprint design, des ambassadeurs métiers, qui n'est pas toujours très élevé. Et sur le rôle des binômes transition écologique et ressources humaines, donc les pilotes en fait officiels d'itinéraire à l'intérieur des organisations, ils vont avoir un rôle en amont et en aval du sprint design, parce que d'abord, ça dépend des organisations, mais ce que j'ai beaucoup vu, c'est des binômes qui vont venir présenter aux directions métiers ce qu'est itinéraire, ce qu'est le sprint design,
et donc essayer de recruter des ambassadeurs à travers cette présentation. Et briefer les ambassadeurs une nouvelle fois avant qu'ils ne partent en sprint design. Donc ça, c'est plutôt en amont. Et en aval, ils sont présents dans certaines collectivités pour faire un petit retour d'expérience ou une petite réunion rapide, un échange avec les ambassadeurs métiers pour voir ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont compris du processus de sprint design. Mais à l'intérieur du sprint design lui-même, ils sont peu présents. Déjà, notamment, il y a une question d'éloignement géographique. En fait, tous les sprint design se sont concentrés à Orléans. Et donc, il y a une seule collectivité qui est proche d'Orléans qui participe à ce projet itinéraire. Donc, il y a d'une part la question de la distance et puis la question aussi du fait que, et ça c'est important, en fait, le projet itinéraire n'était pas dimensionné pour occuper autant de temps au binôme transition écologique et ressources humaines. Et donc, il y a une forme de concaténation ou de rencontre un peu avec un peu de friction entre les tâches des agents et le pilotage d'itinéraire qui s'est avéré, selon un certain nombre d'acteurs, un peu une machine à gaz à certains moments. Et pour ta question, Julie, ta remarque, je ne sais pas si c'est à l'intérieur des directions métiers elles-mêmes que ça se joue, même si évidemment il y a une recomposition de qui a le pouvoir, de qui a la connaissance, de symboliquement aussi qui a participé à quoi et donc peut l'utiliser comme ressource pour mettre en valeur un certain type de pratique. Mais en tout cas, entre les directions métiers et le binôme, c'est quelque chose que j'ai eu l'impression de beaucoup voir, ce jeu de... Et c'est pour ça que c'est le deuxième point que je mets en avant de couplage, c'est le fait que, précisément, il y ait une capacité à fournir les formations, et donc à fournir le savoir, et donc le changement, qui soit passé d'un coup des directions métiers à ce binôme-là. Et un point sur lequel je suis pas revenue, parce que la présentation était déjà assez longue comme ça, c'est qu'en fait, en termes d'usage de la formation, c'est très difficile pour un certain nombre d'agents d'avoir accès à de la formation professionnelle, pour plein de raisons différentes, mais notamment de l'éloignement géographique. Voilà, c'est des acteurs qui sont en Centre-Val de Loire. Quand on regarde le catalogue de ce qui leur est proposé comme formation CNFPT, il y a des formations au Havre de 3 jours, ou à Marseille, ou à Clermont-Ferrand, enfin voilà, des choses qui sont difficiles. Et donc, il y a aussi cet enjeu pour eux plutôt côté CNFPT, en fait, de réussir à créer un lien pour faire des formations, ce qu'ils appellent intra, c'est-à-dire à l'intérieur de la collectivité, directement sur place, et donc, voilà, d'avancer sur ce plan-là. Ça répond pas tout à fait à ce que tu me disais sur la répartition des pouvoirs. En fait, c'est assez difficile d'un point de vue empirique de faire du terrain dans des équipes de jardiniers, d'agents des espaces verts qui ont suivi le dispositif ou pas, parce que en fait, dans les collectivités que je regarde, il y en a 2 grands max par collectivité, quoi. Donc, il n'y a pas non plus cet effet boule de neige ou en tout cas opposition entre ceux qui y sont allés et ceux qui n'y sont pas allés, parce que la grande majorité n'a jamais entendu parler d'itinéraire. Merci Léa. Jean, tu voulais prendre la suite? Oui, ça fait écho à la dernière phrase que vous évoquiez, Léa, sur un peu une approche pragmatique de la dimension transformative d'un projet effectivement qui semble très ambitieux et d'une relative complexité, qui va aussi bien attaquer la dimension managériale que structurelle que culturelle des agents. Et du coup, en fait, moi j'avais, alors c'est peut-être une incompréhension de ma part, mais du coup, les élus ont été peu impliqués dans les réflexions que vous avez menées, de même que les agents déconcentrés, les agents de l'État en région ou en gros avec des responsabilités qui vont intervenir sur que ce soit plan de gestion ou comment dire préfecture. Or en fait, ce sont aussi les ordonnanceurs, si je me trompe pas. Et donc, en fait, les agents répondent à un cadre juridique. Moi, je parle de ma culture personnelle qui est sur Rennes, en interaction avec les services de la direction des jardins.
même s'il y a formation, même si et encore, j'aurais des questions sur formation ou sensibilisation, parce que moi je confonds ça à la formation qu'on a appelée des hauts cadres de l'État dans le cadre des observatoires de sciences de l'univers. Pour moi, c'était pas de la formation, c'était de la sensibilisation. On dispensait un socle de connaissances, mais qui n'avait pas vocation à faire d'eux des sachants. On éclairait simplement, on ouvrait. Sauf que lors de la décision, il s'agit d'être instruit sur la manière de produire du territoire au travers des instruments juridiques qui sont à disposition. Bon, j'aurais attendu d'itinéraire une dimension plus prospective, plus exploratoire, plus peut-être innovante, parce que répliquer ce que fait son voisin peut être intéressant pour sa culture personnelle, mais être en capacité d'innover sur son territoire par rapport à ses originalités offrirait peut-être une ouverture quant à questionner est-ce qu'on a les instruments pour bien former, est-ce que vis-à-vis des supports ou des contenus de formation, on a l'appui nécessaire ou est-ce qu'il faut encore innover par rapport à ce qu'on en attend, puisque en gros, grosso modo, le changement climatique frappe potentiellement plus vite et potentiellement plus fort que ce qu'on avait imaginé, et donc on n'est pas sûr du tout que le socle ou les a priori qui ont été posés préalablement à l'itinéraire soient en adéquation avec la manière dont on y répond aujourd'hui. Ça fait beaucoup de points. Désolé. Non, des points complètement pertinents. Sur les 25 000 cadres supérieurs du service public, c'est un autre de mes terrains de recherche. Donc la comparaison entre itinéraire et ce cadre-là de ce qui a été appelé la FTE est particulièrement pertinent parce que c'est vraiment deux approches qui me paraissent, sinon orthogonales, au moins assez différentes entre itinéraire qui va capter les agents sous le prisme du métier et les 25 000 qui vont capter les agents sous le prisme de leur fonction managériale et donc de manière assez indifférenciée en termes d'abord d'approche de ce que c'est. Et puis sur le fait que, et là je vous rejoins parfaitement, le dispositif des 25 000 ne va pas chercher à provoquer de changements de pratiques professionnelles, en fait, parce que il ne va pas chercher et même réussir à capter ce qui fait le quotidien de ces agents-là. Et donc sur le terme de sachant, je dirais même que au-delà de ne pas rendre ces acteurs-là sachants, ça ne les rend pas actifs, en fait. Ça ne remet pas en question quoi que ce soit qui soit dans le cadre de leur travail et de leur rôle au sein de ce travail. Donc, puisque on présente la transition écologique comme quelque chose qui arrive, mais sur lequel non seulement on n'a pas de prise, mais en plus on n'a pas de volonté à avoir de la prise, bon, on s'éloigne doublement de ce qui, je trouve, fait l'intérêt d'itinéraire, c'est-à-dire l'entrée par le métier et donc par les gestes professionnels, et puis cette entrée par l'organisation qui va essayer de modifier des choses au-delà du strict niveau individuel. Je vous rejoins encore sur les élus. Ils ont été... moi, ce que j'ai vu à ce stade de l'enquête, c'est que dans un certain nombre de collectivités, ils ont donc signé des délibérés dans les conseils municipaux, métropolitains et tout ce qu'on a pour approuver le projet itinéraire, qu'ils ont débloqué un certain nombre de fonds à cette rencontre-là, mais qu'il y a une grosse différence, évidemment, de gestion entre des très grosses collectivités, qui sont plutôt celles que moi je vais regarder, et des collectivités plus petites dans lesquelles il y a une plus grande proximité entre les élus et l'administration, notamment la direction, et dans lesquelles donc les formules vont être assez différentes. Mais voilà, ce volet élu est vraiment, vraiment à creuser. Et pour les agents de l'État, ça c'est pour le coup une question qui... Donc Itinéraire a reçu du financement de la part de l'AMI-CMA, ils ont candidaté en 2023, même fin 2022, ils ont eu ces financements en 2023. Et déjà dans le projet initial, on retrouve l'idée de réplicabilité d'itinéraire. Donc et là, dans cette idée de réplicabilité, il y a un acteur du consortium en particulier, l'ADEME, qui va beaucoup plaider pour le fait que ce soit reproductible à l'échelle de la fonction publique territoriale, mais aussi à l'échelle de l'État et pour le privé. Et donc là, on entre quand même dans une diversité d'acteurs qui, à mon avis, empêche de vraiment penser leur singularité. Mais en tout cas, l'idée de réplicabilité est vraiment présente depuis le début au sein du projet itinéraire. Et paradoxalement, alors que c'est justement un de leurs WP à eux, il n'y a pas d'avancée significative qui a l'air de se produire.
Par contre, récemment, il y a eu une hybridation, ou en tout cas une tentative d'hybridation, un accord qui a été passé entre l'itinéraire et l'État pour, dans ce cadre expérimental qui est itinéraire, essayer d'avancer sur la formation autour des collèges et des lycées. Et donc, de voir comment est-ce que des profs, qui sont donc des agents publics d'État, même s'ils sont un peu particuliers dans la fonction publique d'État, et les gens qui vont travailler autour dans les collectivités des collèges et des lycées, vont pouvoir travailler ensemble, notamment sous le format bivouac que j'ai présenté à la fin, qui est ce format un peu expérimental de discussion sur le travail mené par des facilitateurs. Donc, il y a des tentatives d'hybridation qui sont là, mais il n'y a pas de travail sur effectivement le cadre général des politiques publiques dans lequel s'inscrivent les organisations. Il y a ce double niveau, disons, individu et organisation, donc politique publique menée par l'organisation, mais il n'y a pas la réinterrogation encore au-dessus des politiques publiques générales instruites, menées et instruites par l'État, dans lesquelles les projets vont s'intégrer. Fabrice, tu veux prendre la suite? Et ton micro est coupé. Ah, tu as dû lever une main par mégarde. Moi, je voulais rebondir, Léa, sur justement le contenu de ce qui est produit pendant ces 4 jours intensifs avec les agents. Est-ce que ce qui est travaillé, c'est le contenu au sens les thèmes à aborder, les sujets, ou est-ce que ce qui est travaillé, c'est les formats de formation, les outils, et est-ce qu'on a déjà des surprises ou des éléments différenciants par rapport à ce qui est d'habitude proposé? Est-ce que le CNFPT a déjà, à ce stade, mesuré des différences? Alors, j'ai compris que ça n'avait pas été encore déployé, mais je m'interroge aussi sur l'évaluation finalement de l'impact et du delta qui peut être observé par rapport à ce qui est habituellement proposé sur les mêmes thématiques. Ouais, alors, il y a 3 points qui me viennent en tête que je trouve intéressants sur ce plan-là, de ce qui est travaillé dans les sprints design. Alors, en fait, c'est pas tout à fait clair qu'ils travaillent sur le contenu ou sur le format, parce que les agents qui vont arriver en sprint design savent à quoi ils participent, même si en fait ils sont pas au début pas très informés. On leur explique ce qu'ils vont faire, mais donc pendant les premiers et deuxièmes jours, sur ces 4 jours, ils vont avoir des rencontres avec des acteurs, des experts, des pairs, tout ce dont on a parlé, essayer de faire cette vision commune de la transition écologique, donc créer cet effet de groupe. Et pendant les 3e et 4e jours, ils vont monter des prototypes de formation à partir de compétences qu'ils auront identifiées comme étant primordiales pour eux sur la transition écologique à partir des 2 premiers jours. Et donc, il y a ce jeu un peu d'empilage de d'abord on fait un socle commun collectif sur ce qu'on comprend de la transition écologique et de comment ça affecte notre métier. Ensuite, on rajoute une 2e étape qui va être bah oui, mais du coup, de quoi on a l'impression d'avoir besoin pour pouvoir adapter notre métier. Et puis après, il y a cette 3e étape de on construit des parcours de formation qui peuvent intégrer ces compétences-là en essayant de les adapter à la réalité du métier. Et en fait, pour ça, ils prennent des personas, ce que l'ADEME appelle des personas, où ils vont identifier, par exemple, un personnage réfractaire ou une personne qui travaille dans une petite collectivité, une autre qui travaille dans une très grosse collectivité, puis ils vont essayer d'adapter le parcours à chaque personne. Ce qui est intéressant sur la notion de compétence à cet endroit-là, c'est que, d'une part, il va y avoir une volonté un peu maïeutique de construire de la compétence, ou en tout cas d'identifier de la compétence à partir des acteurs. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur du sprint design. Mais à côté, et là c'est paradoxal, l'ADEME, en amont de ces sprint design, a pour chacun des métiers déjà fait une liste des compétences qu'ils estiment importantes à avoir. Et donc, j'ai pas encore fait ce travail d'analyse de à quel point est-ce que ces compétences perçues comme importantes ou les compétences perçues comme importantes par les acteurs se recoupent ou pas,
Mais il y a déjà une première tension aussi, un peu normative dans le sprint design est fait pour faire remonter du besoin de la part des apprenants et en même temps, on leur fait descendre des compétences imaginées par ailleurs. Donc ça, c'est une première tension. La deuxième, c'est sur la manière dont les compétences identifiées dans le sprint design vont être transformées ou pas en formation. Parce que là, et je suis navrée, je rajoute de la complexité à ce dispositif. Il faut absolument que je fasse des schémas pour avoir une représentation visuelle de cette horreur organisationnelle qui est itinéraire en termes de gestion de projet. Mais après l'identification des compétences, vous allez avoir des acteurs du CN, donc les facilitateurs, les gens qui ont organisé le sprint design vont produire un livrable qui va être en fait, aujourd'hui c'est un document d'une 60aine de pages qui va contenir les compétences identifiées et qui vont être transmis aux responsables nationaux de formation du CNFPT, qui sont les gens qui construisent des formations donc, au sein du CNFPT. Et eux sont censés ensuite trouver des prestataires pour construire les formations. Donc il y a encore une fois ce chaînage un peu complexe qui va aboutir sur un programme de parcours de formation qui est renvoyé aux collectivités et donc les collectivités vont pouvoir le dispenser à leurs agents. Mais en fait, il y a des problèmes de traduction à ce niveau-là qui sont intéressants entre le livrable qui va être transmis par des facilitateurs et qui donc souvent en fait est fait par quelqu'un qui initialement est plutôt designer, donc qui va adopter des méthodes dont le CNFPT a peu l'habitude, et donc qui va parfois être mal compris par les constructeurs de formation qui vont dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils peuvent en faire. Donc il y a aussi cette étape-là de traduction. C'est pas du tout la fin du chemin à la fin du sprint design, quoi. C'est vraiment le début d'une nouvelle étape d'échange entre des acteurs qui se comprennent peu, mal ou pas toujours. Et puis un dernier point qui rejoint la question, je mets un peu tout en vrac, mais un dernier point qui est celui de ce que ça va changer en termes de formation pour le CNFPT. En fait, il y a des papiers déjà là-dessus. Le CNFPT va avoir une approche qui est plutôt une approche par l'offre plutôt que par la demande. C'est-à-dire qu'ils vont construire des formations qui vont se retrouver sur des catalogues. Et donc, même si les collectivités peuvent faire appel à eux pour organiser des formations en interne, le principal interface avec le CNFPT, c'est souvent le catalogue de formation qui aujourd'hui, rien que sur la transition écologique, a 650 occurrences. Donc c'est quelque chose qui est assez délirant en termes de travail pour identifier la bonne formation, et ensuite il faut croiser les doigts pour qu'il y en ait une dans pas trop longtemps et pas trop loin. Et donc ce programme itinéraire, il est intéressant sur ce point, sur l'idée de la construction d'une offre par la demande des collectivités, ou en tout cas par une demande qui est stimulée d'une certaine manière, hein, évidemment, qui n'est pas une offre, une demande complètement naturelle, mais qui va complètement changer de la manière dont le CNFPT organise aujourd'hui des catalogues de formation. Et rien que la notion de parcours de formation est en fait assez neuve, justement, pour le CNFPT. On sort complètement de l'offre catalogue quand on entre dans une démarche de parcours de formation, parce qu'il y a une idée d'adaptation à l'endroit dans lequel on se trouve, d'identification des besoins, et donc voilà, on passe de l'autre côté du spectre. Donc voilà, sur la question du contenu ou du format, on est sur une forme d'hybridation qui n'est pas encore construite à la fin du sprint design. Merci beaucoup. Je crois que Fabrice tente une déconnexion-reconnexion. Et en attendant, Jean, tu voulais rebondir également? Ah non, il a posé sa question. Pardon, il a posé sa question. Pose la question, la réplicabilité. Je me demandais si on donne une place particulière aux élus qui arrêtent leur mandat, ils pourraient être aussi force de proposition en tant que formateurs. Je vois dans l'environnement que je te côtoie à Nantes que certains élus se tournent vers la formation après 1 ou 2 mandats. Est-ce que ce type de transfert apparaît dans la réflexion? Alors, je ne suis pas tout à fait sûre de comprendre le type de transfert dont il est question, c'est-à-dire que des anciens élus devenant formateurs. Ouais, oui. En fait, c'est qu'une fois que les formations seront construites par le CNFPT, elles vont ensuite être dispensées par les formateurs CNFPT. Et donc,
en fait, ils ont leur pool de formateurs dont il n'est pas encore acté si ils seront formés spécifiquement à dispenser ce type de formation. Parce qu'il y a aussi la question de quand on fait une formation à des jardiniers, à des agents des espaces verts sur la gestion différentielle des espaces verts, qui vient d'itinéraire, est-ce qu'on leur dit ou pas que ça a été pensé, conçu à partir de leurs collègues? Parce que ça joue aussi sur la manière dont est reçue une formation. Donc il y a plusieurs étapes à ce stade qui sont encore en cours de décision de ce que j'en vois de la part du consortium d'itinéraire. Et en fait, c'est le cas pour beaucoup, beaucoup d'éléments de ce projet-là, parce que vous l'avez dit, Jean, c'est un projet ambitieux qui, de fait, est complexe, en fait, à la fois compliqué et complexe, et donc qui entretient des liens entre chacun de ces éléments, mais qui est un projet expérimental, et donc qui avance un peu en marchant, qui se reconfigure au cours du temps. Et donc, cette question-là des élus formateurs, moi, je suis pas tombée dessus aujourd'hui. Merci. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que, Jean, tu veux toujours rebondir je vois pas d'autres questions. Ah, on n'a plus ton son, Jean. Ok. Là, on a un petit problème de son avec Jean. Ah. Vous m'avez récupéré. Oui, c'est bon. Excusez-moi. Ce que vous évoquiez là sur la labellisation, effectivement, je pense qu'il faudrait rapprocher potentiellement les équipes du PEPR Ville Durable de l'équipe. Comment dire, pour ma part, des discussions que j'ai eues précédemment avec le CNFPT, ou en tout cas le scope qui gravitait autour du CNFPT, effectivement, j'ai l'impression qu'on est en train de repatcher les méthodes d'apprentissage que maîtrise le CNFPT sans remettre en question le paradigme ou les fondements même des apprentissages au travers des fonctions que revêt le CNFPT. Et en fait, de facto, je pense qu'on est en train de patcher une offre de formation telle qu'on en a besoin aujourd'hui. Et ce que moi je mesure à l'échelle des territoires, c'est que les territoires, ils attendent plus le CNFPT et ils bombardent d'échanges et d'interactions avec les territoires à gauche, à droite. Et ils ont des capacités d'automobilisation des connaissances et des savoirs qui vont aller d'une métropole à une autre. Et pour avoir accompagné la métropole de Rennes sur un certain nombre de dispositifs, sur le lien de la palette végétale, plan guide de végétalisation, etc., on voit bien qu'ils ont été très prompts à aller chercher des informations et à finalement capitaliser un savoir-faire au travers d'agents un petit peu plus consolidés que d'autres. Donc il y a un vrai enjeu par rapport aux ambassadeurs à identifier ces personnes ressources et ces personnes clés. Et l'autre aspect, c'est la capacité à essaimer, c'est-à-dire par ces personnes-là. Et là, je renverrai vers des approches un peu type CNRS. C'est-à-dire que nous, il y a un plan de formation traditionnelle lourd, on va dire, avec les centaines de formations que vous évoquiez. Et autour, il y a tout un tas de formations satellites qui vont avoir des durées de vie d'1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, avec des formateurs investis, mobilisés, reconnus pour ça, parce qu'ils ont un niveau d'empreinte territoriale ou d'impact territorial qui va être reconnu, et on va chercher à les mettre en valeur pour ça, parce que c'est un savoir-faire que la ville développe. Et donc du coup, par rapport à cette réforme du CNFPT, ou en tout cas des attentes qu'on pourrait questionner vis-à-vis de l'évolution du CNFPT, je pense que c'est un des aspects clés qu'on pourrait attendre vis-à-vis d'un projet de ce type France 2030, par rapport à des questions qui nous sont posées en termes de PEPR ville durable, au sens où à quel point le chercheur change de posture dans sa zone de confort, comment il sort de cette zone de confort pour justement aller vers questionner ses pratiques, questionner sa manière d'interagir avec. Et donc du coup, je pense que tel que vous l'avez présenté, j'ai eu la sensation que le CNFPT restait finalement dans un socle un petit peu dans la continuité, même si il essaye timidement de faire évoluer son information. Donc c'est peut-être maladroit de ma part tel que formulé, mais je pense qu'une interaction au travers des journées du PEPR, voire des journées spécifiques, mériterait d'être un peu plus approfondie. En tout cas, je veux bien qu'on rééchange là-dessus, nous. Eh ben, avec plaisir. J'adore échanger. J'ai été un peu long, Elsa. Non, je me disais tout webinaire Néo termine par ce. Non, pas tout. Mais en tout cas. Et c'est un bon moyen de piéger les gens, en fait, hein, parce voilà, qu'on est déjà engagé dans le processus, donc ça y est. L'objectif, c'est pas de piéger.
Merci beaucoup. Je sais pas si vous voulez réagir, Léa, sur sa dernière proposition, questionnement de gens, qui pointent finalement un peu les limites peut-être de la démarche, s'il y a une remise en question ou pas des modes de faire du CNFPT, et dans quelle mesure c'est réellement une démarche montante. Voilà, mais vous l'avez déjà un peu souligné. Oui, c'est ça. Je suis assez d'accord avec le fait que ça ne déroge pas à la théorie du changement général du CNFPT. Et en même temps, c'est quand même quelque chose qui les force, notamment parce que c'est une antenne, et donc c'est pas le CNFPT national, qui les met en forme de porte-à-faux entre le CNFPT national et les collectivités. Parce que ça rajoute aussi cet aspect dans les collectivités de nous, on travaille pour le CNFPT, alors que c'est le CNFPT qui devrait travailler pour nous. Et ça, c'est pas complètement négligeable. Mais je suis très partante pour en discuter. Ah, moi aussi, surtout sur la dernière phrase, je suis d'accord. Mais je veux bien en discuter. Merci infiniment. Je vois pas d'autres propositions d'intervention. Voilà, je propose de clôturer ce webinaire. Un grand merci à nouveau, Léa. Idem, je trouve qu'il y a énormément de matière à recroiser nos expériences et travaux respectifs. Donc, vraiment avec plaisir pour continuer et même enrichir, si c'est envisageable, vos propres réflexions. Est-ce que d'autres personnes veulent dire un petit mot de la fin? Je sais que Emmanuel était présent, Carolina ou nous, vous avez pas entendu? Juste une petite remarque. Moi, j'ai pas. Merci pour la présentation. Je n'ai pas énormément de commentaires à faire sur tout ce qui a été dit. D'autant que par moment, j'étais un petit peu largué, je dois dire, parce que c'est pas mon univers du quotidien. Juste de ce que je sais, c'est que c'est quand même souvent quand la réglementation change, que les choses évoluent, que forcément, il y a un besoin de formation dans un domaine particulier. Et donc, il est plutôt assez évident, vu de ma fenêtre, hein, de l'identifier, de l'intégrer. Se pose plus la question pour des collectivités volontaristes qui vont sur des sujets qui ne sont pas obligatoires. Mais moi, je suis intervenu pour le CNFPT en tant que formateur quand il y avait la question des trames vertes et bleues. On était les premiers à commettre des trames vertes et bleues sur les territoires. Et donc, ils venaient chercher des intervenants qui avaient l'expérience, la pratique pour partager finalement leur expérience sur un territoire et voir comment c'était transférable finalement. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses. Des fois, je pense qu'il ne faut pas trop se compliquer la vie non plus pour réinventer des choses. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui tombent pour les collectivités. C'est ce à quoi elles doivent réagir dans une temporalité. Ça a été rappelé, la question du mandat qui est court, etc. Donc, en fait, le CNFPT, s'il veut être raccord avec le niveau de besoin de formation des agents, c'est d'être en lien avec un petit peu ce qui se fait en termes de réglementation. Hein. Si on parle de transition écologique, c'est quoi les attentes de la loi? C'est sur ces sujets-là qui doit se positionner, etc., etc. Après, on peut étoffer, rajouter d'autres choses pour ceux qui voudraient aller plus loin. Et je pense qu'il y a un niveau basique qui est incontournable, un socle. Merci Emmanuel pour ce rappel à des choses pragmatiques. Mais je pense que moi je vais juste finir comme ça, il n'y a pas d'une pragmatique d'un côté et ce que font les chercheurs en train d'analyser les processus à l'œuvre et qu'on a justement besoin, et c'est tout notre enjeu, de voir ce qui se passe, ce qui réussit. En plus, dans le terme réussir, je mets 1000 guillemets parce qu'en fait, comme tu as fait jouer le terme de couplage, de voir ce qui change à l'échelle individuelle, ce qui change à l'échelle organisationnelle, et encore ça dépend à l'échelle du service, à l'échelle de la collectivité, même si tu n'as pas utilisé tout à fait les mêmes terminologies, hein, mais si je les réapproprie. Je pense que ça, c'est vraiment riche, et c'est riche ensuite aussi pour les collectivités, pour l'ensemble des instances, parce qu'in fine, nous, ce qu'on voit et ce qui est constaté par tous, et même par les agents du terrain et ceux qui sont dans l'expérience, c'est qu'il y a quand même un manque, une vraie problématique de diffusion de la connaissance à l'intérieur de certaines organisations et interorganisations. Voilà. Mais en tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir participé. Merci infiniment, Léa, pour cette présentation qui, comme l'a marqué Jean,
permet aussi de faire le lien peut-être un peu plus tard sur les enjeux de formation à CNFPT et autres. Mais voilà, c'était vraiment riche et intéressant. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Avec Bon, grand mais merci. ben, à bientôt et merci à tous et à toutes. Au revoir. Au Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.